Débat sur la Constitution. Lui, constitutionnaliste, appelle à une nouvelle loi fondamentale pour un Congo restauré. Mais pour changer quoi? Face à face spécial, je reçois ce lundi 13 janvier après le journal de 19h, le professeur Placide Mabaka Mukwabouika, docteur en sciences juridiques. Rediffusion mardi 14 janvier après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous nous suivez sur Top Congo FM. Merci à nos radios partenaires. Vous nous suivez aussi sur la chaîne YouTube de Top Congo, chaîne YouTube et chaîne Facebook. Un face-à-face aujourd'hui en deuxième édition de rentrée pour cette année 2025. Alors, encore une fois, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une nouvelle année où on va essayer d'être au maximum, le plus près de l'actualité. Cette actualité, pour la première édition du Face-à-Face, était à la sous-traitance. Pour cette deuxième édition, on va parler de la Constitution. Alors, pour parler avec nous aujourd'hui de ce sujet, nous recevons un professeur ordinaire et avocat. Son nom, Placide Mabaka Mukwabouika. Bonsoir. Bonsoir Christian Tsakweno. Alors vous êtes docteur en sciences juridiques aux universités du Kwango, de l'UPC Kinshasa, mais aussi à l'université Étoile de Lubumbashi, spécialiste de droit international public, de droit constitutionnel comparé, en théorie et philosophie du droit, ainsi qu'en droit de l'Union européenne. Pourquoi je dis tout ça? Parce que, à mon avis, ce sera utile au cours de cette émission qui va nous amener à parler de ce sujet qui a beaucoup occupé l'actualité en cette fin d'année 2024. Changer ou réviser la Constitution, le président ne s'est pas vraiment exprimé dessus. On a beaucoup parlé de révision parce qu'elle est constitutionnelle. On parle moins de changement, même si il y fait allusion. Le président a dit que ce sera aux Congolais de choisir, ce qui implicitement nous amènerait à un référendum. Alors, nous, on va rester dans le droit. Professeur, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous insistez beaucoup pour l'arrivée d'une 4e République, entendez, pour une nouvelle constitution. Mais si on reste dans l'environnement de la constitution actuelle, si la révision est constitutionnelle, pas le changement. Avant vous, le professeur Bob Kabamba nous a même dit qu'il s'agirait d'un coup d'État. Alors vous parlez de changement de constitution, ça se passe comment? Alors, déjà, dire que changer la Constitution, c'est un coup d'État, c'est ne pas comprendre, en quelque sorte, si je puis me permettre, qu'un peuple est libre de réformer sa Constitution, de la réviser, voire de la changer. Contrairement à ce qu'on dit, le mode de changement ou de passage à une nouvelle Constitution ne sont pas simplement des modes révolutionnaires ou des coups d'État. Et une Constitution qui prévoit son changement, c'est une constitution qui est transitoire, elle n'est pas définitive. Alors que la constitution, comme celle du 18 février 2006, normalement c'est une constitution qui est adoptée pour être une constitution permanente. D'où les révisions, les amendements, les adaptations, ou on peut les appeler les ajustements qui sont prévus par la Constitution. Alors, si elle prévoit son propre changement, c'est qu'on n'est plus dans une constitution, je dirais, définitive, d'une constitution stable, parce que c'est le principe de la stabilité, de la permanence, qui justifie en quelque sorte l'existence d'une constitution. Oui, mais puisqu'on est dans cette permanence, dans cette stabilité, pourquoi vous ne parlez que de changement et pourquoi pas réviser ce qui pourrait, selon vous, sembler ne plus être d'actualité ou adéquat? Alors, pour moi, la première raison, ou la raison fondamentale qui justifie le changement ou l'adoption d'une nouvelle constitution n'est pas liée seulement à la constitution de 2006. C'est un problème que nous traînons depuis la loi fondamentale de 1960. C'est le problème du pouvoir constituant, c'est-à-dire la quête du pouvoir constituant. C'est l'absence de légitimation du pouvoir constituant depuis l'indépendance. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que notre État, au fond, n'est pas un véritable État, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux Congolais. C'est un État factice, en ce sens que tout a été toujours décidé depuis l'État indépendant du Congo par, quand je dirais les étrangers, quand je dis les étrangers, c'est-à-dire des gens de l'extérieur, c'est-à-dire le peuple lui-même
le souverain, il n'a jamais décidé. Oui, mais comment voulez-vous que le peuple se penche, s'arrête et se penche sur des matières d'un tel niveau de connaissance? Tout le monde n'est pas un spécialiste du droit constitutionnel. Oui. On fait qu'avec les spécialistes. Mais les spécialistes ne sont pas là pour légitimer. Les spécialistes sont des accompagnateurs. Et d'ailleurs, ça me permet déjà d'anticiper ce que le président de la République veut mettre en place. Le président, si j'ai bien suivi, a parlé d'une commission constitutionnelle. D'experts. Bon, ok. Justement, ça ne doit pas être une commission constitutionnelle, parce qu'une commission constitutionnelle doit viser à rédiger un texte qui sera proposé comme un avant-projet, à proposer à l'Assemblée, puis au peuple. Mais le président ici doit mettre en place un comité constitutionnel consultatif. Donc un groupe d'experts interdisciplinaires qui va orienter le président dans la faisabilité de la révision du changement. Moi, je penche pour le changement. Comment ça doit se faire? Donc, donner ces orientations-là et montrer les avantages et inconvénients de la révision, par exemple, ou du changement. Bon, moi, personnellement, je viendrai avec des arguments. Revenons, parce que vous n'avez pas encore répondu à la question, ça se passe comment? Le président dit qu'il y a des problèmes dans le fonctionnement à l'heure actuelle au niveau de la Constitution. Exactement. Il veut régler ces problèmes-là. Faut-il réviser? La question se pose. Oui. Faut-il changer? La question ne se pose pas encore, puisqu'elle n'est pas encore constitutionnelle. Vous avez dit que la Constitution, elle est permanente, elle n'est pas transitoire. Aujourd'hui, on n'en est pas à la question de savoir ce qu'on fait. La question aujourd'hui, c'est comment change-t-on les choses pour mieux gérer? Oui, mais le problème, c'est que en révisant la Constitution, on ne réglera pas le problème fondamental, qui est la question de la légitimation, justement, du pouvoir constituant, qui date déjà de 1960. C'est-à-dire que dans notre pays, on a deux types de constitutions depuis l'accès à l'indépendance. On a une catégorie de constitutions que j'appelle des constitutions octroyées, qui sont la loi fondamentale, la Constitution de 64, qui n'a jamais été en vigueur, la Constitution de Louis-Bourg. On a la Constitution de 67. Non, 67, c'est une Constitution imposée. Donc, il y a deux catégories, octroyée et imposée. Bon, imposée, ça va vite. Il y a imposée la Constitution... par qui? Imposée par des gens qui étaient... Par une oligarchie, par un pouvoir autoritaire, c'est-à-dire le coup d'État de Mobutu de 65. C'est la Constitution de 67, n'est-ce pas? Qui nous a régis jusqu'en 97. Et en 97, on a eu le décret loi constitutionnelle de Kabila. Donc l'AFDL, là aussi, c'est imposé. Ce sont deux pouvoirs autoritaires qui nous ont imposé leur volonté. Et en 2006? Alors, celle de 2006, en 2006, j'arrive justement. C'est la guerre, c'est les gens qui ne gagnent pas la guerre, qui font une constitution qui nous l'impose aussi. C'est une constitution octroyée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, des Congolais qui sont là. C'est un groupe, c'est pas un individu qui est arrivé et qui a imposé, comme le décret loi constitutionnelle de Laurent Désiré Kabila. Là, c'est selon le président qui a décidé sur base des lignes directrices de l'AFDL. C'est ce qui est dit dans le décret loi constitutionnelle. Donc, c'est vraiment la volonté d'un individu avec son groupe. Alors que la Constitution de 2006, ça résulte quand même, on va dire, des négociations entre des belligérants et une partie de la société civile qui ont décidé de changer les choses et de mettre en place une commission d'érudits, de personnes qui connaissaient la chose de la Constitution. La question n'est pas à ce niveau-là. Mais puisque vous dites que le problème, c'est la légitimation de ceux qui vont rédiger cette Constitution. Non. Le pouvoir constituant, c'est qui? Le pouvoir constituant, justement, c'est celui qui fonde le droit. Et ce pouvoir, c'est le peuple. Or, le peuple, si on prend depuis 1960, n'a jamais été associé à l'élaboration. Je ne parle pas de l'adoption, c'est l'élaboration. Donc, c'est en amont. Le peuple doit être associé à l'élaboration de la Constitution. Comment? C'est-à-dire que le peuple doit élire des délégués à la constituante, à une assemblée constituante. Et d'ailleurs, en 98, sauf erreur de ma part, Laurent Désiré Kabila avait mis en place une constituante, l'assemblée constituante qui avait siégé à Lubumbashi. Donc les députés que lui-même avait choisis. Déjà. Non, mais c'est une constituante. C'est montrer un peu le modèle. Au lieu d'être nommé, là, c'est le peuple qui doit élire ces délégués-là. Ils n'auront que le seul mandat, c'est quoi? C'est d'élaborer la Constitution. Des délégués qui seraient de droit ou pas?
Non, qui seraient spécialistes du droit ou pas? Non, non, pas des spécialistes nécessairement. Et justement, les spécialistes, c'est dans cette commission qui sera mise en place et le comité extérieur qui va guider, justement, là, ce sont les spécialistes. Parce que la question de la Constitution n'est pas une question du droit. La question de la Constitution est une question d'abord politique. C'est l'émanation d'une volonté politique. Le droit vient en amont parce que le Constituant, justement, fonde le droit. Et donc, il n'est pas soumis au droit. C'est pour ça, lorsque certains disent « Ben oui, la Constitution ne prévoit pas », mais c'est lui le créateur. C'est comme Dieu le Père. Il a tout créé. Vous allez lui dire « Non, mais t'es limité à ce que toi-même t'as créé. » Non. Oui, mais ça, là, vous êtes dans le cas, vous, de la nouvelle Constitution. Revenons à ma première question. Révision constitutionnelle, oui, elle l'est, mais pas le changement. Alors, ça se passe comment? Je reviens à cette première question pour qu'on passe à d'autres questions. Comment, aujourd'hui, on peut décider, le président qui a juré sur la Constitution de la protéger, comment est-ce que ce même président, ou par quel mécanisme, est-ce qu'on peut changer cette Constitution? Alors, il faut partir déjà des attributions du président de la République. L'article 69, actuellement, dit que le président de la République est, disons, je prends juste une partie, garant de la souveraineté nationale. Parce que, ici, quand on parle du peuple, on est sur la question de la souveraineté. Qui est le souverain primaire? Le souverain originaire, c'est le peuple. Donc, lui, il est garant de la souveraineté nationale. Or, à qui appartient la souveraineté nationale? L'article 5 de la Constitution nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Au peuple. Ce peuple, c'est lui qui est le souverain. En tant que garant de la souveraineté nationale, il peut aujourd'hui prendre l'initiative, par exemple, comme on a une assemblée qui a été élue, qui est démocratiquement élue, il peut décider de transformer, au lieu de dissoudre et de faire élire une nouvelle assemblée constituante, de transformer l'assemblée qui existe aujourd'hui en lui donnant une nouvelle mission, donc de la transformer en une assemblée constituante, avec mission pendant, par exemple, 2 ans, d'élaborer une nouvelle constitution. Voilà comment le changement peut s'opérer. Et au bout de 2 ans, l'Assemblée redevient législative, où elle sera essentiellement constituante et partiellement législative. Donc, à la fin de son mandat de constituant, en ce moment-là, va adopter les nouvelles lois qui vont régir la nouvelle République. Vous dites que c'est l'article combien ? On part de l'article 69, parce que le président... Le même article 69, alinéa 2, qui dit qu'il veille au respect de la Constitution. Il jure même de faire respecter cette Constitution. Mais bien évidemment. Mais alors comment, vous ne m'avez toujours pas dit, ça se passe comment? Lui qui doit veiller à ce que cette Constitution soit respectée, soit il fait en sorte qu'elle change. Non mais, il veille au respect de la Constitution. Mais le fait de vouloir changer la Constitution n'est pas une violation de la Constitution. C'est simplement une volonté politique qui montre que non. Aujourd'hui, cette Constitution pose des problèmes. Et d'ailleurs, je qualifie de 7 péchés capitaux de la Constitution de 2006. Et ces péchés d'abord originels dont j'ai parlé, l'absence de légitimation, parce que cette Constitution vient d'où? Vient de Sun City, pour aller assez rapidement. À Sun City, ce sont les belligérants, c'est-à-dire les composantes, le gouvernement de Kinshasa, plus les rebelles. Comme ça, ce sont les composantes. Plus les entités. Les entités sont ceux de la société civile ou l'opposition non armée, ainsi de suite. Donc, c'est un groupe d'individus. Ce n'est pas le peuple. Quand bien même il parlerait au nom du peuple, non, mais le peuple, ce n'est pas le peuple. Oui, je suis désolé. Il a acté en février 2006 par référendum. Le peuple n'a... Je parle de l'élaboration. Oui, mais en fait, il y a 2 choses. On confond l'élaboration de la Constitution et son adoption. C'est-à-dire, le fait que le peuple ait adopté, c'est une arnaque. En fait, de dire, mais oui, bien sûr, les référendums, dans ce cas-là, est une arnaque, c'est une imposture. C'est-à-dire que on vient, je vous donne, vous êtes là, par exemple, je ne vous ai donné aucun mandat. Vous allez acheter votre voiture et vous venez me voir pour dire si je dois valider l'achat ou pas. Ah, j'ai dit non. Ben voilà. Si je ne suis pas d'accord, je dis non. Non, mais c'est pas... Mais si je dis oui, je prends acte. Non, ce n'est même pas que je dois dire oui ou non. Je ne suis pas concerné parce que vous n'avez eu aucun mandat de moi. Vous êtes allé acheter votre voiture, vous assumez. Oui, pourquoi vous voulez demander... C'est pour ça que je dis non. Mais si je dis oui, c'est que je prends acte. Et d'ailleurs, il faut prendre aussi les circonstances dans lesquelles c'était intervenu. J'ai pris acte comment? Parce qu'on m'a menacé pour dire que, attention, tu votes pour la paix ou pour la guerre.
n'est-ce pas? Oui, mais tu votes. Ben oui, non, mais tu votes. Mais on t'oblige. On t'oblige. Et d'ailleurs, contrairement à tout ce qui a été dit, beaucoup de collègues l'ont dit, ceux qui ont participé à la rédaction de cette constitution l'ont souvent dit qu'il y avait des consultations populaires. Il faut arrêter de se moquer du monde. Non, il n'y en a pas eu. Consultation populaire. Il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis et je le répète, il faut rendre le pouvoir au peuple. Et le président, en tant que garant, non pas de la nation, contrairement à ce qu'on dit, garant de la souveraineté nationale, qui appartient au peuple, c'est lui le garant du peuple. Mais il a le droit de revenir vers ce peuple et de lui dire, voilà, nous sommes face à certaines difficultés, soit vous optez pour la révision. Bon, vu les circonstances actuelles, il y a des limites procédurales et matérielles, 219-220. Pour la révision. Oui. Il y a des limites à la fois procédurales, c'est-à-dire on est état de siège notamment, et il y a des limites matérielles, il y a des domaines auxquels on ne doit pas... que le pouvoir constitué, c'est-à-dire le pouvoir de révision, ne doit pas toucher. Voilà. En revanche, le peuple, lui, peut revenir sur ses limites matérielles, l'article 220. Donc, le référendum, question de parallélisme de forme et de compétences. N'est-ce pas? Donc, c'est lui qui a verrouillé, il a bien sûr la clé, il peut toujours déverrouiller, parce qu'il est le souverain. On ne peut pas dire que non, le peuple, comme diraient certains collègues, je ne citerai pas de nom ici. Ce serait intéressant de pouvoir comparer entre vous, j'ai parlé tout à l'heure de Bob Kabama, qui parle du coup d'État, j'ai parlé aussi, où la dernière émission de l'année, c'était aussi la Constitution, avec Deli Sesanga, oui. Vous n'êtes pas tous du même avis, mais vous avez tous été dans les mêmes universités, vous faites tous le même métier. Oui, non, nous ne faisons pas le même métier. Bob Kabamba, c'est un politiste. OK? Sesanga, c'est un juriste, disons, il a fait du droit, je crois, c'est un juriste. Moi, je suis enseignant-chercheur en droit ancien juridique. Oui, mais le politiste que vous dites... Le politiste il dit non, mais vous, juriste, vous dites faire appel à l'article 69 et vous ne relevez que le volet politique de la souveraineté ou du garant de la nation, qui est une notion garant de la souveraineté nationale. Garant de la souveraineté nationale, qui est une notion plus politique que juridique. Non, c'est juridique, c'est tout à fait juridique. Mais très politique, vous l'avez dit tout à l'heure. La volonté, elle est politique, oui. Oui, la volonté est politique. La volonté, elle est politique parce que le pouvoir constituant, c'est un pouvoir politique en quelque sorte. Oui, c'est un pouvoir politique. C'est lui qui fonde le droit. C'est lui qui décide, en fait. Donc, le droit intervient en aval. C'est pas en amont. Donc, c'est l'expression d'une volonté politique, le pouvoir constituant. Il est illimité. Le pouvoir constituant est illimité. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, il peut changer tout ça. Il peut tout changer. Sans que ce soit un coup d'État. Et en plus, sans que ce soit un coup d'État. Pourquoi c'est un coup d'État? Une génération ne peut pas lier une autre. D'autant que, je dis bien, et j'insiste à nouveau, depuis 1960, nous n'avons pas une constitution à nous. C'est toujours la volonté des belligérants, des étrangers comme les Belges pour la loi fondamentale. Parce que la loi fondamentale a été signée par qui? Par le roi Baudouin, par le ministre des colonies et par le ministre de la Justice. Malheureusement, j'ai pas mes textes ici. On voit bien que la loi fondamentale, et d'ailleurs prévoyait, comme la constitution de transition de 2003, la possibilité pour les Congolais de se doter d'une nouvelle constitution. Et c'est pour ça, à Louloabourg, et c'est là qu'on avait loupé le coche, au lieu de donner la parole au peuple, d'élire une constituante, on a mis en place une commission constitutionnelle, cette fois-ci, qui a adopté le texte et qui a après soumis au référendum. Donc la procédure, elle est biaisée, elle est mauvaise, c'est-à-dire que c'est une mauvaise naissance, et du coup, cette mauvaise naissance a créé beaucoup de handicaps. Alors voilà, c'est une constitution handicapée. Alors la constitution prévoit la révision, vous êtes pour le changement, mais qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt réviser ce qui ne va pas? Mais tout ne va pas. Encore une fois, je dis, vous, admettons, bon... Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, faisons l'inventaire de ce qui devrait changer. Je fais un enfant avec une femme à l'extérieur, ok? Et je ramène cet enfant-là, je la donne à mon épouse pour dire que non, c'est son enfant. Est-ce que ce sera vraiment son enfant? Oui, si elle adopte. Non. Si elle adopte. Même si elle l'adopte. Non, si elle l'adopte, à condition qu'elle l'adopte, que le consentement soit libre
et éclairé. Oui, le référendum, là, n'était pas un consentement libre et éclairé. C'était un référendum, comment dirais-je, menaçant. C'est-à-dire que, comment on va dire, de chantage. C'est un chantage. Soit vous votez oui pour la paix, ou votez non, c'est-à-dire la continuation de la guerre. Les gens n'ont pas été libres. Et d'ailleurs, qui sont ceux qui ont vraiment... Bon, à part nous, quelques-uns, qui avaient lu cette constitution, ce projet de constitution. Moi, déjà, le 4 novembre 2005, j'avais écrit dans le journal Le Potentiel un article pour dénoncer, justement, ce projet. Je l'avais qualifié d'imposture juridique et politique. 4 novembre 2005. 4 novembre 2005. Avant le référendum. Justement, pendant la campagne pour le référendum, j'étais déjà contre. Et c'est là que j'ai commencé à dire il faut une nouvelle constitution. Je ne suis pas le seul. Il y a feu le professeur Boni Moukadi qui avait même écrit un bouquin pour parler d'une réécriture. Le professeur Mampouya, lui-même, qui avait participé à la rédaction, qui est un co-rédacteur de cette constitution, avait lui-même dit aussi qu'il fallait réécrire. Qui la défend aujourd'hui. Qui la défend encore aujourd'hui. C'est ça qui est paradoxal. Bob Kabamba, pour ne pas le citer, lui-même avait dit... Co-auteur. Lui-même avait dit, le texte qu'ils avaient soumis au référendum, ce n'est pas les textes qu'eux avaient proposés. Il est vivant, il peut démentir s'il le faut. Oui, mais lui était expert belge, c'était aux Congolais de faire en sorte de proposer... Pourquoi aller chercher des experts belges? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas des gens qui connaissent, qui maîtrisent le droit constitutionnel, qui peuvent se réunir, et on va chercher des Belges, que sais-je, ainsi de suite? Non, je suis désolé. Il faut valoriser les compétences qui sont internes. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher qui que ce soit pour décider de ce qui est bon pour nous. Professeur Mabaka, vous dites qu'il faut changer. Pourquoi encore changer? Vous avez dit loi fondamentale, loi Le Louabourg, MPR, FDL, et 2006. Pourquoi encore changer? Pour changer quoi? On va changer la société, pour changer quoi? D'abord, on va légitimer le pouvoir. On l'a bien compris ça, oui. Ça, c'est un. De deux, il faut changer, en fait, il faut revaloriser ou revenir sur notre identité. Notre identité constitutionnelle. Identité constitutionnelle, c'est quoi? Ça tourne autour de trois éléments. On n'en a jamais eu d'identité constitutionnelle. Si, justement, ça tourne autour de trois éléments. Et c'est là que ça pose problème. 1, la dénomination du pays. 2, nos armoiries. Et 3, nos langues. Les langues officielles. 1. Il faut rebaptiser le pays. Pourquoi? République démocratique du Congo, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. Et donner quel nom? Ah voilà. Quel nom? Zaïre. Deux possibilités. Oui. On peut l'appeler la République du Congo-Kinshasa, comme à l'époque c'était Congo-Léopoldville, n'est-ce pas? Ou la République du Congo-Zaïre, pour allier le Congo, mais avec K, et le Zaïre qui nous a régis pendant 26 ans. C'est la plus longue période de l'histoire de notre pays. On ne doit pas oublier ça. Le Congo a 60 ans, 26 ans, c'est pas le plus long? Non, si, 26 ans de toutes les constitution. autres. Mais bien sûr, la constitution qui n'a pas été légitime selon vous. Non, la constitution date de 67. Oui, mais cette constitution n'était pas... Et le Zaïre date de 71. On devrait intégrer les mauvais gènes dans une nouvelle constitution que vous appelez de vos voeux. Mais tout ce qui s'est passé au Zaïre n'était pas mauvais. Mais vous avez dit qu'il faudrait sortir de cette spirale des constitutions imposées. Non, là je parle de... on remet le volet imposé dans la nouvelle constitution. Vous allez remettre... Non, c'est notre histoire. Et d'ailleurs... Aujourd'hui, pour nous identifier, il y a beaucoup. Si vous allez en Angola, on ne parle pas des Congolais, on parle des Ariens, c'est par exemple. On est identifié comme Zaïrois. Vous voyez? Donc, armoirie, non, armoirie. On change. Les armoiries. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'image. Et justice, travail. Non, ça c'est la devise. C'est pas ça. On avait la palme, on avait la palme, on avait la flèche qui tombait sur la palme à gauche, on avait, la lance à gauche, à droite, appuyée sur l'ivoire, et on avait, bien sûr, la tête du léopard au-dessus, et sur la devise, on avait un ruban, et tout ça était interconnecté, était entrelacé. Donc, ça montrait le sens de l'unité. Et changer tout ça changerait les comportements Bien symboliquement, spirituellement, ça a un sens énorme. Malheureusement, il n'y a pas d'image, sinon... on aurait encore mieux compris ça. Donc on doit revenir aux armoiries. Nos auditeurs voient en ce moment les armoiries de la République démocratique du Congo. Ok, on va revenir sur les armoiries de 64, qui avaient été reprises en 67 sous le Zaïre, et qu'on a changé
à partir de l'arrivée de l'AFDL. Quelle société? Non, la forme juridique de l'État. Vous avez dit non. Armoiries et langues officielles. Aujourd'hui, notre langue officielle, c'est le français. Nous nous exprimons ici en français. Bon, on est en Belgique, ça peut se comprendre. C'est notre langue officielle aussi. Et les langues nationales sont les 4. Non, mais ça, pourquoi langue nationale? Ces langues-là doivent être de langue de gouvernement. Moi, je milite pour que ces langues-là deviennent des langues officielles. Que partout au Congo, et d'ailleurs, vous voyez, Top Congo anime des émissions en lingala. Mais vous voyez quand même l'audimat qu'il y a quand c'est en lingala qu'en français. Donc, pourquoi parler toujours en français? Non, il y aura le lingala, les chiluba, les swahili, les kikongo. Pourquoi? Parce qu'au sein des institutions, il y a des gens qui sont qualifiés soi-disant d'analphabètes parce qu'ils ne parlent pas français. Ils ne sont pas analphabètes. Parce qu'un Français qui ne parle pas anglais ou un Belge qui ne parle pas allemand, on ne va pas le traiter d'analphabète. On doit s'exprimer, et c'est ça aussi la liberté, le droit fondamental de l'être humain, de s'exprimer dans la langue qu'on maîtrise le mieux. Donc nous allons élever nos langues dites nationales en langue officielle. Donc il y aura ce que j'appelle la pyramide linguistique à préférence nationale, et le français, parce que c'est aussi notre histoire, auquel on va adjoindre l'anglais et la langue des signes, deviendront des langues officielles auxiliaires. Ça va créer une émulation au niveau de la démocratie. Et tout le monde pourra s'exprimer librement. C'est une façon justement de prôner également la liberté d'expression. Et c'est ce qui va faire que le Congo aille mieux. Ça ira mieux parce que chacun peut apporter ses idées dans les institutions, dans les assemblées, alors qu'aujourd'hui, beaucoup sont là à l'Assemblée nationale, au Sénat, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a la barrière de la langue. Deuxième chose, il y a l'organisation de l'État. Aujourd'hui, on a un État, je dirais quasi fédéral, pour ne pas dire fédéral. En fait, c'est même pas quasi, c'est une hybridation de l'unitaire et du fédéral. Et ça ne fonctionne pas. Voilà les crises dans les provinces. Depuis 2006, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que aucun développement dans les provinces. Oui, mais les crises est-ce qu'elles sont du fait de la forme de l'État ou elles sont du fait de la manière à laquelle l'État ou les provinces sont gérées? Mais non, mais c'est lié justement, c'est la forme. On a créé ce que j'appelle des républiquettes. On a créé des roitelets. Parce que un gouverneur, c'est comme un chef d'État dans la province. Vous voyez? Et en plus, ça a créé des discriminations. Ça engendrer un tribalisme effréné. Il y a une gestion ethniciste du pouvoir avec l'organisation de l'État aujourd'hui. Il faut revenir à un État foncièrement unitaire. Où tout est géré de Kinshasa pour les provinces. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, pas du tout. Un État unitaire est régi par 2 grands principes. La déconcentration. Je prévois donc la mise en place de 7 régions. Donc on va rétablir les anciennes régions, en fait les anciennes provinces de la loi fondamentale, les 6, plus la ville-province de Kinshasa, qui va devenir une région à part entière avec un statut particulier. Ce qui ferait, on aurait l'Équateur, le oriental, l'Est, voilà, le Kivu, les 3, donc Nord, Sud et Maniema. En une seule province? En une seule, non, région. En une seule région. Je suis sur la déconcentration. Le Katanga, le Kasaï et Lipopo, c'est-à-dire Bandundu, Congo central, c'est la région de Lipopo, Léopoldville. Ça, c'est inspiré du professeur Ndayouel, parce qu'il faut dire les choses clairement, ça ne vient pas de moi, je me suis inspiré de ce que lui avançait comme idée. Et Kinshasa, qui serait aussi une région à statut particulier. Et au sein de ces régions, il y aura les provinces, telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, mais attention, la région je vous vois venir, parce qu'en France... Une région administrative. Je rappelle que vous êtes aussi chercheur à l'Université de Lille. Je vois en France qu'ils ont fait le même système. Attention, cela va éloigner encore plus celui qui gère de ceux qui sont gérés. Non, pas du tout. Là, je suis dans la déconcentration. Attention, là, je suis sur la déconcentration, c'est-à-dire la présence de l'État au sein des provinces. Oui, mais la présence de l'État à Matadi pour Idiofa ou à Bandundouville pour Boma. Non, c'est-à-dire que il y a comment l'État sera représenté administrativement à travers le gouverneur. C'est lui qui sera le chef de la région. Et il sera directement nommé par le président de la République. Et les provinces seront dirigées seront dirigées par... Non, il y aura d'abord
un vice-gouverneur en tant qu'autorité administrative et le président de l'Assemblée provinciale maintenant deviendra le chef de l'exécutif provincial. Alors donc là, on va intervenir sur la décentralisation. Là, vous mélangez dans les provinces. Le président de l'Assemblée provinciale devient le législatif et chef de l'exécutif provincial. Il devient l'exécutif de la province. Il n'y aura pas... Les provinces seront transformées en entités territoriales décentralisées. Ça ne sera plus aujourd'hui, comme aujourd'hui, les provinces n'auront pas de pouvoir législatif. Il n'y aura plus d'édits, tout ça. On va entrer dans une décentralisation tellement poussée qu'on va aboutir à une forme de fédéralisme. Donc, c'est là que justement on va concilier les deux aspects. C'est parce que c'est le débat entre les unitaristes et les fédéralistes. On aura un État unitaire et un fonctionnement fédéral. Donc, cette constitution que je préconise, on peut la qualifier de constitution fédérale de la République du Congo-Kinshasa ou du Congo-Zaïre. Et vous pensez que tout ça changera Ça changera beaucoup de choses, parce que dans la gestion parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Le gouverneur, il est à la fois autorité exécutive, provinciale, mais également autorité déconcentrée. C'est le représentant du gouvernement central en province. D'où d'ailleurs les révisions des articles 197 et 198 intervenus en 2011. Parce qu'il y avait un problème entre l'Assemblée provinciale qui voulait garder son gouverneur et le gouvernement central qui voulait le révoquer, parce qu'il est aussi dépendant du gouvernement. Donc, vous voyez, on ne peut pas servir de maître. Il faut clarifier les choses. En plus, ça va résoudre également le problème de l'unité, le problème de la cohésion nationale. Aujourd'hui, quelqu'un qui est, par exemple, du Congo central ne peut pas aller se présenter comme candidat gouverneur dans les lois là-bas. Si, il peut. Non, il ne peut pas. Rien ne l'interdit. Rien ne l'y interdit. Rien. Mais la question, c'est quoi? C'est un texte, donc un écrit, d'abord un esprit, un texte et une pratique. Quelle est la pratique constitutionnelle aujourd'hui? Oui, la pratique. Quelle est la pratique? La pratique, c'est... Ce sont les originaires, soi-disant. Oui, mais chacun vote pour qui il vote. Mais non, mais... On a vu Goma, Condé Vilakikanda élu. Non, mais on a vu beaucoup de gens... il n'était pas gouverneur. Mais Condé, c'est une exception. Et justement, ça, je dois saluer, paix à son âme. C'est quasiment l'un des seuls... Sauf aujourd'hui, bon, avec le sénateur Équateur, mais ce sont des exceptions. Oui. Mais franchement, sur 100%, combien? Oui, mais au niveau de la loi, rien n'interdit. Non, je ne parle pas de la loi. Non, mais de la loi de la Constitution, rien n'interdit à un originaire du Kwilu d'être candidat au Congo central. La pratique sur 18 ans. Comment? Mais justement, ça veut dire vous imposez ce seront des non-originaires, les non-originaires qui seront gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Et c'est ça va redynamiser justement, reconsolider notre unité. On n'aura plus Mukongo, Muswahili, Muluba, ainsi de suite. Non, on sera tous Congolais ou comme à l'époque, on était Zaïrois. Ça, ce sont les choses qu'il faut changer. Voilà. Il y a quelles sont les choses à changer? La forme du gouvernement. Oui. Aujourd'hui, on est dans un régime, moi je qualifie ça de parlementaire. Mais il faut, par rapport à notre psyché, il faut qu'on ait un régime présidentiel. Parce que chez nous, Top Congo souvent le dit, pas même le débat, parlons-en. Voilà, Kotisanga, toujours, Papa Mokonzi. Mais si ça va, c'est lui. Si ça ne va pas, c'est lui. Alors qu'on a un gouvernement. Le responsable... politiquement parlant, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Donc donner plus de pouvoir au président de la République. Mais c'est lui qui doit avoir l'exclusivité du pouvoir exécutif. Il sera à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Responsable devant l'Assemblée? Non, responsable devant les citoyens congolais et pas devant l'Assemblée. Mais devant l'Assemblée. Attendez, pas devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Alors, celui qui gère, on ne peut pas le... Non, mais justement... On ne peut pas le contrôler. Il sera redevable directement devant... Je vous parle du contrôle. Celui qui gère doit pouvoir être contrôlé, même en France. Puisque vous avez parlé de la France, oui. Le président de la République n'est pas le bienvenu à l'Assemblée nationale. Il ne répond pas devant l'Assemblée nationale. C'est le président, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Oui. Alors que vous allez faire quoi? Vous allez tout mettre sur le président, et le président, c'est déjà compliqué avec le Premier ministre qui peut être destitué par l'Assemblée nationale. Oui, mais on va mettre le président aussi, un bouclier, c'est-à-dire qu'il faut créer, n'est-ce pas? Il faut créer. On va innover. C'est-à-dire on va mettre en place un régime présidentiel à correctif parlementaire. On aura un chef, pas un chef de gouvernement, un Premier ministre si l'on veut. Mais on va le qualifier de coordonnateur. Premier commissaire d'État.
Vous revenez à la Deuxième République. Non, pas du tout. Vous revenez au texte que vous n'aimiez pas. Non, je ne reviens pas à la Deuxième République, mais c'est l'inspiration. La Deuxième République, c'était une oligarchie. C'est un régime autoritaire. Ici, nous sommes dans une constitution démocratique. Ce n'est pas pareil. Les États-Unis ne sont pas une dictature, ou que je sache, mais c'est un régime présidentiel. Mais le régime américain ne correspond pas à nos attentes. Donc nous devons créer quelque chose avec ce qui existe, mais qui s'adapte à nos réalités. Professeur, la question que beaucoup vont vous poser, est-ce qu'il faut une nouvelle constitution pour gérer le pays? Vous semblez dire oui, pour certains points. Bien évidemment. Pour organiser ce pays? Exactement. C'est plutôt un plan. La Constitution n'empêche pas ceux qui le font, ceux qui gèrent aujourd'hui ou ceux qui l'ont géré depuis 60 ans. Et on voit dans quel état il est. La Constitution ne les a pas empêchés de planifier. Est-ce qu'il faut une Constitution pour développer ce pays? Exact. Je donne un exemple. Aujourd'hui, combien gagne un membre du gouvernement chez nous? Personne ne le sait. Si, c'est à peu près 10 000 $, on va dire. Non, mais dans quel texte? Si, le budget. Non, mais la loi des finances le prévoit. Ok. Bon, la loi des finances le prévoit. Oui. Mais moi, je veux que ce soit dans le texte, dans la Constitution. J'ai prévu, par exemple, que un député ou un sénateur, disons, que je change d'ailleurs même le nom, la Chambre de représentants, j'appelle ça Soukou, Yabantoma. Oui, mais Chambre de représentants, c'est l'Assemblée nationale chinoise. Exactement, oui, mais c'est ici en Belgique. Non, je vais changer dans la Constitution. On va l'appeler Soukou Yabantoma. En Lingala. En Lingala. Dans Soukou une constitution... mais nous aurons nos langues comme langue officielle. Et Soukou Yabantoma et l'actuel Sénat qui sera... Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour mieux gérer ce pays, pour mieux l'organiser, pour le développer? Il faut changer la Constitution parce que beaucoup de choses qui sont dans la Constitution font qu'aujourd'hui, le pays ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Est-ce que c'est cette Constitution qui est responsable de tout ce qui ne marche pas bien? De tout. Je ne peux pas dire que tout ce qui est dans cette Constitution est mauvais. Ça, ce serait vraiment malhonnête. Ok? Il y a des bonnes choses, notamment tout ce qui concerne les droits fondamentaux. Et ceci dit, d'ailleurs, ce n'est pas une invention, n'est-ce pas? Parce que les droits de l'homme, les droits fondamentaux préexistent à l'État. On n'a même pas besoin de les consacrer. Ils existent. Mais c'est pour une question de visibilité, de lisibilité. Et là-dessus aussi, moi, j'ai une autre démarche. Je mets en place ce que j'appelle une charte congolaise des droits individuels, libertés fondamentales des citoyens, pour une meilleure clarification sur les droits. Je ne vais pas l'intégrer dans le texte de base, mais ça aura la même valeur que la Constitution. Bon, pour revenir à, à ce qui ne va pas, je donne un petit exemple. Récemment, on a vu, je donne un exemple, par exemple, pour voir que comment l'argent de l'État est des fois dépensé inutilement. Pour élire ou pour désigner un membre à la Cour constitutionnelle, on a dû réunir le Congrès. Combien on a dépensé ces jours-là? Combien a-t-on dépensé? Autre chose. Aujourd'hui, on a la loi électorale qui prévoit la proportionnelle. En partant de l'article 78, on dit que non, il faut... le président va nommer le Premier ministre dans la coalition, non, la majorité, c'est au sein de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Mais si une telle majorité n'existe pas, mais comment vous voulez prévoir qu'une telle majorité n'existe pas? Et c'est ce qui fait que la loi, partant de là, a prévu un mode de scrutin qui oblige à avoir une coalition majoritaire. On s'est inspiré de la Belgique. La Belgique n'est pas le Congo. On s'est inspiré de beaucoup de pays parce que bien sûr, mais justement, il y a majorité c'est bien opposition. De s'inspirer. Oui. C'est bien de s'inspirer. Mais il y a ce que moi j'appelle l'incorporation-appropriation. Donc vous voulez un nouveau modèle. Exact. Il faut qu'on l'adapte chez nous. Aujourd'hui, on a combien de partis? Aux dernières élections, il y avait 910 partis. Combien de regroupements? Et vous avez vu combien de temps on a mis pour avoir un gouvernement? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours coalition, négociation. Et c'est à cause de cette constitution qu'on a la guerre. C'est à cause de cette constitution. Parce que c'est un partage de gâteau. Aujourd'hui, les Nang et les autres sont là. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous n'avons pas une autre part. Oui, c'est l'esprit de Sun City qui continue. Monsieur Mapaka. Et il faut qu'on change cela si notre pays doit être sauvé et libéré. Merci beaucoup d'être venu. Dernière question très importante.
Mais cette nouvelle constitution amènera une redistribution des dés, ce qui fait peur à l'opposition aujourd'hui, qui ne veut ni révision ni changement de constitution, même si elle était d'accord sur l'idée de la révision. C'est l'éventualité d'un troisième mandat, que tous ces changements profitent au président actuel. Mais pourquoi le président actuel l'a lui-même dit? Je ne suis pas son porte-parole, mais je reprends ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'a pas envie de s'éterniser au pouvoir. Oui, mais il ne le dit pas non plus. Mais il ne dit pas non plus que si jamais il y a un changement, il ne va pas profiter de l'éventualité qu'il aura devant lui de pouvoir, le verrou 220 étant levé, de pouvoir se présenter. Non, mais il a clairement dit qu'il ne veut pas un troisième mandat. Il a dit. Sont certains de ses collaborateurs, même pas collaborateurs, c'est un parti politique, c'est Kabouya qui a lancé cette idée, c'est pas le président de la République. Mais beaucoup le président de la République, c'est une institution. Mais beaucoup disent aujourd'hui que si tout cela intervient maintenant, alors qu'on ne peut même pas en discuter, on a état de siège, vous l'avez dit, c'est parce que le camp au pouvoir aujourd'hui veut un troisième mandat pour le président. Mais ce sont comment dirais-je, des intentions simples, comment on appelle ça encore, de procès d'intention. Pour la sérénité. Ce sont des procès d'intention. Pour la sérénité du débat. Pour la sérénité du débat. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que cela devrait être clairement établi et peut-être mis comme préalable à toute discussion sur le sujet? Mais que ceux qui pensent que il y aura un troisième, ils n'ont qu'à venir et discuter et participer et mettre éventuellement des dispositions qui éviteraient à ce qu'il y ait ce troisième ou cette éternité de pouvoir. Mais moi, je fais confiance à ce que le président de la République dit. Je n'ai pas besoin d'avoir de procès d'intention. Il dit qu'il n'a pas envie de s'éterniser au pouvoir. Il dit qu'il n'a pas envie d'un troisième mandat. Ce qu'il veut, c'est mettre le pays sur le rail. Et moi, je le soutiens. Je soutiens cette idée, d'autant que ça fait 18 ans que je milite pour cette idée. Et là qu'il y a la manifestation d'une volonté politique, mais je peux qu'être heureux et dire que c'est le moment justement, il faut y aller, parce qu'il faut régler définitivement ce problème de l'instabilité constitutionnelle qui se pose dans notre pays depuis le 30 juin 1960. Vous qui le soutenez aujourd'hui, vous le soutiendrez-vous demain si, au moment de l'application de cette 4e République, il décide de se présenter pour un troisième mandat? Moi, je ne mets pas, comment dirais-je, la charrue avant le bœuf. C'est simplement... Ma question est simple. Je réponds, oui ou non? Non, je ne peux pas répondre par oui ou non, parce qu'on n'y est pas. Okay? Aujourd'hui, je veux d'abord qu'on lance le débat, qu'on discute, que tout le monde s'unisse, tout le monde comprenne que c'est l'intérêt du Congo, ce n'est pas l'intérêt d'un individu. Mais ce point peut faire en sorte que ce débat ne démarre pas, c'est ce que beaucoup disent. Mais pourquoi venir avec déjà des idées préconçues? Il faut venir justement contribuer au lieu de faire la politique de la chaise vide et après se dire ah oui, mais voilà ce qu'ils ont fait. Parce qu'en faisant cette politique de la chaise vide, le Congo va continuer et le débat va se poursuivre. Moi, je milite pour le changement de la Constitution, je vais y contribuer si... de toute façon, j'y contribue déjà et je maintiens, je vais soutenir cette idée, non pas soutenir un individu, je soutiens la volonté politique qui est engagée par le chef de l'État en tant qu'institution.